Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc cette nouvelle partie du cours, ce nouveau chapitre qui s'appelle « Comment les végétaux grandissent-ils » Rappelez-vous, dans le chapitre précédent, nous avions vu que les animaux grandissaient, ils avaient donc une croissance qui correspondait à la fabrication de matière organique. Cette matière organique, c'est tout simplement la peau, les os, les muscles, donc les organes, matière organique. Et ils fabriquent cette matière organique à partir de la matière organique d'autres êtres vivants. Par exemple, on a des animaux qui vont manger des plantes, donc des phytophages. Là, je vous en ai mis deux exemples. Phytophages herbivores, vous voyez nos deux petits cobayes, et puis des phytophages granivores, avec ce couple donc d'inséparables. Nous avions d'autres animaux qui, par contre, consommaient de la matière organique d'animaux, c'est-à-dire qu'ils sont zoophages. Je vous ai mis deux exemples. Ici, une chenille insectivore, d'accord, donc regardez, c'est une chenille, un insecte, une larve d'insecte qui mange un autre insecte. Et puis je vous ai mis donc un animal piscivore. Ici vous avez l'ours, d'accord, le grizzly, donc qui est en train de manger un saumon. Voilà donc les exemples. On fabrique sa matière à partir d'autres matières organiques provenant de végétaux pour les phytophages, provenant d'animaux pour les zoophages. Alors, dans votre cahier, vous marquez bien, attention ce petit personnage, 6e thème de chapitre 7, comment les végétaux grandissent-ils? Et vous notez donc dans la marge, comment un végétal chlorophyllien réalise-t-il sa croissance? Alors déjà, d'entrée dans le titre, il y a un mot un peu compliqué, chlorophyllien. C'est-à-dire que maintenant qu'on sait que les animaux mangent d'autres animaux pour grandir, j'aimerais bien savoir quand même comment on peut obtenir un arbre aussi gros, par exemple, qu'un chêne. C'est l'exemple qu'on va prendre. Avant de commencer à détailler l'exemple, on va revenir sur la définition de chlorophyllien. Un végétal chlorophyllien, c'est donc une plante verte, parce qu'elle va posséder dans ses feuilles un pigment qui lui donne une couleur verte, c'est-à-dire la chlorophylle. Vous verrez en quatrième le rôle de cette chlorophylle. Alors, je reviens à mon exemple. Le chêne, qui correspond au genre Quercus, est très courant dans les forêts tempérées. Donc c'est une naissance d'arbres très courante avec le hêtre et le charme, par exemple. C'est un arbre à feuilles caduques de la famille des fagacées. Feuilles caduques, ça veut dire qu'il va les perdre à l'automne, qu'il n'en aura plus pendant l'hiver et que les feuilles vont se reconstituer à partir des bourgeons au printemps. Arbre à feuilles caduques, qui s'oppose à arbre à feuilles persistantes. Son fruit s'appelle le gland. Ici, vous avez donc le fruit du chêne, vous en avez même deux. Il est formé, ce fruit, d'une cupule, d'accord, et d'un akène. L'akène, c'est ce qui contient la graine. Voilà donc pour la structure du fruit du chêne qu'on appelle le gland. Pourquoi est-ce que c'est important d'en parler? Parce qu'on sait qu'il rentre dans l'alimentation d'animaux granivores. Alors, par exemple, l'écureuil, bon, le sanglier qui est un petit peu omnivore, mais qui mange aussi des glands de chêne, et puis le geai, donc des chênes, l'animal avec les jolis plumages bleus sur les côtés, donc sur les ailes. Là, vous avez donc, on voit très bien le gland donc, qui est consommé par ces trois animaux. Donc c'est vrai que le chêne fournit une grande quantité de graines qui va rentrer donc dans les régimes alimentaires de beaucoup d'animaux de la forêt. Ici, vous ne copiez pas, c'est juste pour information. On sait qu'un chêne est un arbre qui est beaucoup exploité pour son bois, d'accord, et pas que pour son bois. Donc on peut par exemple regarder que effectivement le tronc par exemple d'un chêne va être scié, fendu, tranché ou déboulé, c'est-à-dire qu'on prend toutes les billes de bois, c'est-à-dire les troncs, et on les fait rouler, etc. Donc, et le but c'est quoi? C'est de travailler en tonnellerie, en ébénisterie, en parquetterie, en menuiserie, en charpente, et pour faire des emballages en bois de chêne. Mais il n'y a pas que les troncs qu'on utilise. Les chutes de bois, par contre, toutes les chutes de bois, ce qui ne paraît issu donc de la découpe, vont être aussi utilisées comme combustible, comme panneaux agglomérés, donc pour faire des panneaux agglomérés, comme papier, comme source de papier, comme source de carton. Donc on s'en sert pour fabriquer du combustible, panneaux agglomérés, pour faire du papier, pour faire des cartons. Et puis enfin la sciure de bois, donc ce qui reste après, la sciure, le déchet, eh bien on va s'en servir comme combustible, et puis comme panneaux, pour faire des panneaux agglomérés. Il n'y a pas que le tronc qu'on utilise. On va aussi recycler les grosses branches. Les grosses branches vont servir toujours de combustible pour faire de la pâte à papier, pour faire du carton, d'accord, et pour alimenter les panneaux agglomérés. Ensuite, on utilise les toutes petites feuilles, donc les feuilles et les petites branches comme fertilisants pour les sols,
comme habitat pour les insectes et les champignons, d'accord, et comme combustible. Alors pourquoi? On peut faire des hôtels à insectes grâce à ça. On peut faire aussi des supports aussi particuliers comme du combustible. Donc voilà, on recycle tout. Voilà, tout est intéressant. Et surtout, très important, regardez, je l'ai marqué ici à côté, eh bien, je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a plusieurs sortes de chênes en France, dont un chêne qu'on appelle le chêne liège, et avec donc ce qui est sous l'écorce du chêne, de ce chêne particulier, donc le liège, eh bien, on fait les bouchons, les vrais, pas ceux qui sont en plastique. Plastique qui ressemble à du liège, je précise, des vrais bouchons en liège. Deuxième chose importante aussi à savoir, hein, regardez, je vous ai mis aussi, c'est toujours pour information, hein, vous ne copiez pas dans votre cahier, le chêne est quand même un animal, le chêne est quand même un végétal, une plante, un arbre, qui est connu pour sa longévité. Hein, c'est le patriarche de la forêt. Regardez ici, c'est vraiment les papis de la forêt. Pourquoi? Ici, j'ai deux exemples. Le chêne du Venon dans l'Isère fait 18 mètres de haut, 5 mètres de circonférence, donc c'est la circonférence du tronc. Donc je prends 1 mètre et je vais autour du tronc, je fais le tour du tronc, ça fait 5 mètres, 5 mètres. Et il a 300 ans au compteur, c'est pas un bébé, je vais vous dire que là, il en a vu des choses. Et puis, vu entre guillemets, bien sûr. Ensuite, nous avons un autre exemple, le chêne d'Allouville, en Seine-Maritime, qui fait aussi 18 mètres de haut, mais qui fait 15 mètres de circonférence, déjà à 1 mètre du sol. Il est tellement gros qu'on a été obligé de l'étayer. Regardez bien, on a rajouté des choses pour le maintenir. Et puis surtout, on l'a en même temps habillé un tout petit peu parce qu'il est creux. Donc il fait 15 mètres de circonférence à 1 mètre du sol et il a 800 ans. C'est pas un petit genou. Donc les chênes font partie des arbres qui, chez nous, forment les essences les plus âgées. Alors, quand j'avais tout à l'heure mis la photo d'un arbre centenaire, autant dire que l'arbre centenaire, à côté de ceux-là, c'est vraiment un petit jeune. Alors justement, là on reprend le cours et là vous pouvez commencer donc à copier. On a vu donc quelques généralités sur le chêne, maintenant on va s'intéresser à la façon dont on peut connaître son âge. Je parle d'arbres qui ont 300 ans, 800 ans, mais comment est-ce qu'on a pu savoir que ces arbres avaient 300 ou 800 ans? Eh bien, je vais vous donner un exemple. On va partir dans le journal, on va aller à l'édition La Plaine, et on va prendre un article qui date du 29 mai 2019. Vous voyez, c'est quand même assez récent. On vous dit qu'à Prévenchères-les-Darnais, un grand chêne de plus de 250 ans a été abattu en forêt. Fragilisé par son état sanitaire, ne lui offrant qu'une faible durée de survie, un chêne séculaire remarquable par ses dimensions a été abattu en forêt communale. Donc ça veut dire qu'il était tellement vieux, tellement attaqué par des parasites, que voilà, c'est un arbre qui allait de toute façon mourir, donc on a préféré le couper pour éviter qu'il soit un danger potentiel dans cette forêt. Bien. La question que je vous pose, si vous regardez bien, c'est, vous voyez, donc il y a plusieurs personnes qui regardent le tronc c'est absolument énorme hein, de cet arbre, et là on voit quand même les deux gardes de l'ONF, donc ceux qui s'occupent de la forêt, de la préservation de la forêt, qui sont en train de, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. À votre avis, réfléchissez, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont donc sur la découpe du tronc, et puis ils sont concentrés donc sur le bois, et ils regardent le bois attentivement. À votre avis, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Je vous laisse réfléchir. Trouvez une idée. Je donne la réponse dans quelques minutes. Eh bien, ils sont tout simplement en train de déterminer son âge. Pourquoi? Notez bien que quand on coupe un arbre, on voit des cercles concentriques. Les cercles concentriques, c'est quand on a le même centre et des cercles qui tournent à peu près et qui ont un diamètre différent, mais qui ont à peu près le même centre. Ces cercles concentriques, c'est ce qu'on appelle les cernes. Alors quand je dis les cernes, c'est un cerne. Ce n'est pas les cernes qui sont sous les yeux, c'est vraiment un cerne. Là, vous en avez plein. D'accord? On voit tous les cernes du bois. Quand on va depuis le centre, qu'on appelle le cœur, ou la moelle, et qu'on va jusqu'à l'écorce. Et c'est dans le bois qu'on appelle l'aubier, d'accord, qu'on peut trouver donc ces cernes. Okay, donc le centre c'est le cœur et ils sont à peu près concentriques jusqu'à l'écorce. Chaque année, l'arbre agrandit son tronc de quelques millimètres. Donc, un cerne va correspondre à une année. Alors, pour que vous compreniez mieux, je vous ai mis un petit schéma en dessous. Regardez bien. Le cerne, c'est ce qui va de la partie foncée ici jusqu'à l'autre partie foncée. Ça, c'est ce que le bois a fabriqué en une année. C'est donc le cerne de l'arbre, correspondant à une année. Ça veut dire qu'il a fabriqué du bois pendant le printemps, c'est la partie qui est claire dans le cerne, et le bois d'été, qui est plus petit ici, c'est la partie foncée. Donc un cerne, c'est la partie claire, le 2 plus le 3. Alors la question est, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de bois fabriqué
en automne et en hiver, à votre avis? Réfléchissez. Bah non, le bois, l'arbre va grandir quand il aura des feuilles, c'est-à-dire au printemps et en été. Donc, on va conclure de tout ça que pour connaître l'âge d'un arbre, eh bien, il faut connaître soit la date à laquelle il a été planté, c'est pas toujours le cas, et soit il faut le couper et compter les cernes à l'intérieur de son tronc ou à l'intérieur d'une branche. Alors il y a d'autres méthodes qui permettent par la circonférence de connaître son âge. Alors attention, les cernes d'un arbre ne donnent pas que l'âge, ils donnent aussi d'autres informations. Regardez bien. Là simplement c'est pour information, pour vous. L'aspect des cernes permet aussi de connaître les conditions de croissance de l'arbre. Pourquoi? Regardez bien ces deux arbres. Ces deux arbres, on en a fait des petits sous-verts, mais c'était quand même deux arbres au départ. On a coupé deux petits arbres, tout du moins petits en diamètre. Ils ont à peu près le même diamètre. Donc celui-là, l'arbre de gauche ici, a à peu près le même diamètre que l'arbre dont la section est à droite. Ok? Mais vous voyez que là, les cernes, dans mon arbre qui est à droite, les cernes sont très espacées. Donc là, j'ai la cerne de la première année, la cerne de la deuxième année, la cerne de la troisième année, quatrième année, cinquième année, sixième année, septième année, huitième année, neuvième année, dixième année. Donc je peux dire que cet arbre, quand il a été coupé, il avait 10 ans. Est-ce qu'à côté, je peux compter? Non, je ne peux pas compter. Les cernes sont vraiment tellement serrées que je ne peux pas les compter. Mais une cerne, c'est 1 an. Donc ça veut dire que mon arbre là est vraiment beaucoup plus vieux que celui-là. Alors pourquoi est-ce qu'il est aussi petit? Eh bien tout simplement parce que quand il y a des bonnes conditions de croissance, les cernes vont être très espacées. L'arbre a bien poussé, le sol était fertile, les années étaient chaudes et bien humides. Donc il avait tout ce qu'il fallait. A l'inverse, pour mon arbre qui est à côté, tous les ans, il y avait des mauvaises conditions de croissance. Mauvaises conditions de croissance, les cernes sont très serrées, la croissance a été lente ou gênée par un sol pauvre, des parasites, des gelées printanières ou des années sèches. Donc on peut voir ça sur deux arbres différents. Donc même s'ils ont le même diamètre, mon arbre ici à droite est beaucoup plus vieux que mon arbre à gauche parce qu'il a plus de cernes. Mais il n'a pas poussé dans de bonnes conditions. Mais on peut voir ça chez un même arbre. Par exemple, ici, j'ai mon arbre qui, pendant la première, deuxième, troisième, quatrième année, a bénéficié de bonnes conditions de croissance. Il y a beaucoup de bois clair à l'intérieur de chaque cerne. Par contre, à la cinquième année, ici, on a commencé à voir changer un peu les conditions. Vous voyez là, la cinquième année déjà, le bois est plus petit. La sixième aussi, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, je ne vois pas tout. Mais pendant les années qui ont suivi donc cette quatrième année, l'arbre a poussé dans des conditions mauvaises. Donc ça donne quand même, quand on coupe un arbre, beaucoup d'indications sur les conditions dans lesquelles il a vécu. Alors, à partir de ce que vous avez entendu, le fait que chaque cerne corresponde à un an, et que des cernes espacées correspondent à des bonnes conditions de pousse et des cernes serrées à des mauvaises conditions de croissance, essayez de faire les petits exercices que je vous propose. Par exemple, ici, essayez de déterminer l'âge des deux arbres. Ils ont été coupés la même année, mais ils n'ont pas le même âge. Il suffit de compter les cernes. Alors, je vous laisse faire, vous comptez, vous faites à l'oral si vous n'avez pas imprimé de document, vous l'écrivez sur votre cahier, et puis après on fait la correction. Correction. Quand je compte les cernes, j'ai effectivement un arbre ici qui a 11 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et j'oublie pas celle du milieu, 11. L'arbre a 11 ans. De l'autre côté, j'ai un arbre beaucoup plus vieux. Donc, je compte première, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, plus celle du milieu, 17 ans. D'accord? Et là, vous voyez que cet arbre de 17 ans, comme l'arbre de 11 ans, n'ont pas toujours bénéficié de bonnes conditions. 1, 2, 3, 4, 5. À la cinquième année, c'était super. La sixième année, c'était beaucoup moins bon. D'accord? Vous comprenez? Donc, mon arbre ici, à gauche, a 11 ans, et mon arbre ici, à droite, a 17 ans. Celui-là est plus vieux. Deuxième exercice. Explique pourquoi l'arbre 2, c'est-à-dire celui-là, a un diamètre plus petit que l'arbre 1, alors qu'ils ont le même âge. Ils ont tous les deux 20 ans. Alors, je vous laisse réfléchir. Chaque cerne correspond à une année. Pourquoi mon arbre 2, ici, a un diamètre plus petit que l'arbre 1, alors qu'ils ont le même âge? Je vous laisse réfléchir et on met la correction.
Eh bien, mon arbre 1 a bénéficié à des cernes espacées, pardon, donc il a bénéficié de bonnes conditions de croissance, alors que mon arbre 2 a des cernes serrées, donc il a poussé dans des mauvaises conditions de croissance, tout simplement. Donc il a beau avoir 20 ans, il est beaucoup plus petit en diamètre que mon arbre 1, parce que chaque année, eh bien, il n'avait pas de quoi produire beaucoup de bois, donc les cernes sont très serrées. Voilà, j'espère que vous avez compris. Alors, je vais vous donner un troisième petit exercice, mais cet exercice-là, vous le faites à l'oral avec moi. C'est une lecture de graphique, c'est pour voir si vous avez bien compris, puisqu'on parle de croissance. Regardez bien, les chênes sont quand même des arbres absolument remarquables. Hein. Là, j'ai un graphique. Vous vous souvenez, dans le graphique, on a deux axes. L'axe vertical ici, qui est très mal tracé, ok, là, et l'axe horizontal. Ces axes sont gradués régulièrement. Donc ici de 5 en 5 pour l'axe vertical, et puis de 20 en 20 pour l'axe horizontal. La première question que je vous pose, c'est que représente ce graphique? Qu'est-ce qu'on peut lire dans ce graphique? Qu'est-ce qu'il me montre? Je vous laisse réfléchir et puis après je mets la correction. Eh bien, ce graphique représente l'évolution de la hauteur d'un chêne en fonction de son âge. Alors, vous vous souvenez du petit truc pour ne pas se tromper? Comment on fait? On souligne l'expression en fonction de... Je fais une flèche horizontale et je vois que sur la flèche horizontale, j'ai l'âge qui est indiqué. Est-ce que c'est le cas dans mon graphique? Est-ce que sur mon axe horizontal, j'ai l'âge? Oui, tout à fait. J'ai l'âge. Ok? Je retrace mon axe horizontal. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai sur mon axe vertical? Eh bien, je mets la flèche comme ça. Qu'est-ce que j'ai en avant de ma phrase? J'ai la hauteur d'un chêne. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que sur mon axe vertical, ici, très mal tracé, excusez-moi, j'ai la hauteur du chêne? Oui. Donc j'ai bel et bien un graphique qui me permet de voir les variations, les changements de la hauteur de l'arbre en fonction de son âge. Ensuite, on va s'intéresser à cette partie-là, donc cette grandeur. C'est celle qui va être mesurée. En fonction de l'âge, je vais mesurer la hauteur de l'arbre. Quelle est la grandeur mesurée sur l'axe vertical? Quelle est son unité? Je vous laisse réfléchir. Correction. La grandeur est la hauteur de l'arbre et elle est mesurée en mètres. Maintenant, même chose, quelle grandeur varie? Donc c'est elle qui va changer, hein, l'âge change et on mesure la hauteur. Quelle grandeur varie sur l'axe horizontal? Eh bien, je vous laisse réfléchir et on corrige. La grandeur qui varie est l'âge et il est mesuré en années. C'est l'âge et il est mesuré en années. D'accord? Maintenant, on va lire ce graphique. On va chercher quelle est la hauteur d'un chêne de 20 ans. Alors, comment je vais faire? Eh bien, je vais regarder 20 ans, je vais aller jusqu'au point et je vais regarder horizontalement ce que ça me donne comme hauteur. À 20 ans, je vois d'après mon graphique que le chêne mesurait 5 mètres. À ce moment-là, je le note. À 20 ans, le chêne mesure 5 mètres. Maintenant, essayez de le faire tout seul. Quelle est sa taille à 160 ans? Appliquez la même méthode. Je vous laisse faire et ensuite on corrige. Correction. À 160 ans, le chêne mesure 32 mètres. Effectivement, si je remonte jusqu'au point, ça me donne ici une valeur, voilà, qui est très mal tracée parce que je le fais à la souris, vous m'excusez, c'est pas très précis, mais d'environ 32 mètres. D'accord? Donc 35 ici, 32 ici, d'accord? Ok, donc on est à peu près à 31, 32 mètres, on va dire 32 mètres. Alors, le chêne mesure 32 mètres. Maintenant, dernière question, à quel âge mesure-t-il 25 mètres? Là, c'est l'inverse. On cherche l'âge, on a la hauteur, et on veut retrouver l'âge. Donc, depuis la hauteur, je sais qu'il fait 25 mètres. Je vais aller jusque vers mon graphique. Hop, et je vous trouve le point, et ensuite je descends. Eh bien, je vois que il faisait 25 mètres lorsqu'il avait 100 ans. Voilà. Alors, par une phrase, on va décrire l'évolution de la hauteur d'un chêne en fonction de son âge. Eh bien, je vais utiliser des mots augmenter, diminuer, stagner. Vu l'aspect donc de la courbe, je peux dire tout simplement que, regardez bien, la hauteur d'un chêne augmente au cours de sa vie. Et regardez, j'ai marqué qu'en 140 ans, il a grandi de 27 mètres. Pourquoi? Parce qu'à 20 ans, il faisait 5 mètres. À 160 ans, il en faisait 32. 32 moins 5, ça fait 27.
160 moins 20, ça fait 140. Donc ça veut dire qu'en 140 ans, il a grandi de 27 mètres. Ce qui est absolument énorme. Voilà, donc là, vous le faites à l'oral, vous réentraînez plusieurs fois. On en refera encore l'année prochaine en 5e. Alors, bilan. Eh bien, tout simplement, mes chênes sont comme n'importe quels végétaux, ce sont des producteurs. Ils produisent comme les animaux leur propre matière organique, et donc des tiges, des troncs, des branches, des feuilles, des racines, des fleurs, des fruits, des graines. D'accord ? Cette production, la production de cette matière permet à l'arbre, à la plante de grandir. Donc là, comme pour les animaux, on a aussi une notion de je fabrique ma matière organique à partir d'autres éléments. Donc je grandis. La croissance, c'est ça. Je suis donc plus grand, plus lourd, plus large, parce que j'ai produit de la matière. Que ce soit, ici, c'est un paysage typique de Bresse, hein, que ce soit ce chêne, ou que ce soit le colza ou l'herbe qui est devant, c'est pareil. Alors, vous pouvez vous arrêter à cette première partie de la vidéo si vous êtes un peu fatigué, et puis reprendre la deuxième partie plus tard dans votre semaine. Vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup. Ou alors, si vous sentez d'attaque, on peut continuer. Alors, maintenant, dans cette deuxième partie du cours, on va essayer de comprendre comment, cette fois, les végétaux vont faire pour produire cette matière. C'est-à-dire à partir de quoi? Comment est-ce qu'ils vont produire cette matière organique? Donc là, vous écrivez. Là, je vous donne deux images. Comment j'ai pu passer de cette petite plantule de chêne qui est issue de la germination du gland à ce chêne, par exemple, de Tronjoli en Bretagne, qui est encore plus gros que ce qu'on a vu tout à l'heure et qui a plus de 1000 ans. Vous pouvez voir par rapport au monsieur qui est à côté, il est absolument énorme ce chêne. Et il est creux à l'intérieur. Vous voyez, donc là, il se partage presque en deux, en trois, etc. Il est énorme. Il a plus de 1000 ans. Il a au moins déjà 800 ans, mais il aurait plus de 1000 ans, voire 1200 ans. Pour ça, on va faire quelques expériences. Alors, vous avez un grand document dans lequel il y a du vocabulaire, d'accord? Je vois que dans mon document, j'ai 4 expériences. 1, 2, 3, 4. Alors, cette fois, je n'ai pas pris un chêne comme modèle, j'ai pris donc une petite plante, ça peut être n'importe quoi, un haricot, ça peut être un grain de blé, ça peut être, voilà, peu importe, des lentilles, mais c'est pas grave, quelque chose qui pousse vite et qui permet donc d'avoir des résultats assez rapidement au bout de 2 semaines. Alors, ce que je veux savoir, c'est à partir de quoi ma plante fabrique cette matière. Étant donné qu'elle ne bouge pas, qu'elle est enracinée, qu'elle n'a pas de bras, qu'elle ne peut pas attraper, c'est compliqué de s'imaginer qu'elle fasse comme les animaux et qu'elle aille chasser. Ou qu'elle se nourrisse, qu'elle attrape d'autres plantes et qu'elle s'en nourrisse. Et elle les avalerait comment? Comment elle les mâcherait? Comment elle les digérerait? Donc c'est compliqué d'imaginer qu'une plante se nourrisse comme des animaux. C'est pas possible. Donc il y a d'autres façons. Tout ce qu'on voit, c'est que la plante, elle est enracinée, et qu'elle dirige vers le haut des grandes branches au bout desquelles il y a des feuilles vertes. Et c'est pareil, quelle que soit la plante. J'ai des petites racines, quelle que soit la plante qui est dans l'image, des petites racines qui vont vers le bas, et au-dessus, j'ai des feuilles vertes. D'accord? Donc ça marche comme ça pour toutes les plantes. Donc il y a forcément un lien avec la façon de se nourrir. Bon, alors on va essayer de comprendre. La partie verte est au contact de l'air, au contact de la lumière. La partie racine est au contact de l'eau. Bon, donc on va essayer d'émettre des hypothèses. On va imaginer que finalement, elle va prendre des choses dans l'air et elle va prendre des choses dans l'eau. Voilà, puis on va voir si elle est donc au niveau de sa partie aérienne des feuilles, c'est le contact du soleil, peut-être que la lumière joue un rôle. Donc on va s'intéresser à un gaz qu'on appelle le dioxyde de carbone. D'accord, vous notez bien, dioxyde de carbone, qui est un gaz qui est présent en très faible quantité dans l'atmosphère. On va s'intéresser à la lumière ici, d'accord? On va s'intéresser aussi à l'eau. Alors, dans mes expériences, je vais utiliser deux sortes d'eau. Il y a l'eau minéralisée ou l'eau minérale, c'est l'eau classique dans laquelle il y a des sels minéraux, du calcium, du magnésium, du potassium. Enfin, vous avez déjà entendu ça dans les publicités d'eau minérale. Toutes les eaux classiques contiennent des sels minéraux. Et on va utiliser de l'eau déminéralisée. C'est-à-dire que c'est pas, je vais me poser la question de savoir si c'est que l'eau ou si c'est de l'eau avec les sels minéraux qu'il faut. Donc cette fois, je vais aussi donner à la plante de l'eau dans laquelle il n'y aura aucun sel minéral. C'est que de l'eau. Et puis, comme je vais m'intéresser au dioxyde de carbone, des fois je vais en donner, puis des fois je ne vais pas en donner. Donc, si je ne donne pas de dioxyde de carbone, je vais mettre de la potasse qui va l'absorber. C'est le cas par exemple ici dans l'expérience 3. On va mettre de la potasse pour enlever le dioxyde de carbone. Voir si c'est vraiment utile à la plante. Bon, voilà, pour le vocabulaire. Première expérience, qu'est-ce que je fais? Je laisse de l'air avec du dioxyde de carbone,
Donc là, ça ne change pas. Il y a du dioxyde de carbone, mais je vais faire varier quoi? Eh bien, je vais faire varier la présence de l'eau. Je donne de l'eau minéralisée, j'en donne pas. D'accord? Qu'est-ce qui se passe 2 semaines plus tard? Il y a une des deux plantes qui est morte. Deuxième expérience, il y a toujours du dioxyde de carbone, mais cette fois, je donne de l'eau. Et je fais varier quoi? Les sels minéraux. Là, il y a des sels minéraux, et là, il n'y en a pas. Regardez 2 semaines plus tard, cette plante s'est moins développée. Expérience 3, je m'intéresse au dioxyde de carbone. Donc cette fois, je mets de l'eau minérale, de l'eau classique, mais soit je mets du dioxyde de carbone, soit je n'en mets pas. Il est absorbé par la potasse. 2 semaines plus tard, il y a une des deux plantes qui s'est moins développée. Quatrième expérience, je remets du dioxyde de carbone, et cette fois, je mets de l'eau minéralisée dans les deux cas, de l'eau normale, et il y a une plante que je mets dans l'obscurité, dans le noir complet. Eh bien, cette plante va mourir. Donc, on va faire varier le dioxyde de carbone, la présence ou l'absence d'eau, la présence ou l'absence de lumière, et dans l'eau, s'il y a des sels minéraux ou pas. Donc, on s'intéresse à 4 éléments: le dioxyde de carbone, l'eau, la lumière et les sels minéraux. D'accord? Alors, ensemble, on va décrire les résultats. Alors, décrire les résultats, c'est dire ce qu'on voit. Là, dans la première expérience, j'ai de l'air avec du dioxyde de carbone, mais j'ai fait varier de l'eau. Là, il y en a, là, il n'y en a pas. 2 semaines plus tard, ma plante est morte. Qu'est-ce que je vois? Je vois qu'avec du dioxyde de carbone, mais sans eau, la plante, elle meurt. Elle est morte. Complètement. C'est comme ici, à l'expérience 4, où j'ai du dioxyde de carbone, j'ai de l'eau, mais je l'ai mise dans le noir. Là, c'est la même chose, elle meurt. Mais avant d'y arriver, on va voir le reste. Est-ce que dans mon eau est intéressante? D'accord, visiblement, s'il n'y en a pas, la plante meurt, mais est-ce que c'est que l'eau ou est-ce qu'il faut autre chose que de l'eau? Donc, je laisse mon dioxyde de carbone et j'enlève les sels minéraux dans cette partie-là. D'accord? Donc, c'est là où on fait varier. Là, il n'y avait pas d'eau. Là, on met de l'eau, mais sans sels minéraux. Vous voyez que s'il n'y a pas de sels minéraux, la plante, elle ne meurt pas parce qu'il y a l'eau, mais elle a du mal à pousser. Donc, qu'est-ce que je vois? Qu'avec du dioxyde de carbone et de l'eau, mais sans sels minéraux, elle ne meurt pas, mais elle se développe mal. Ok? Donc, pour l'instant, je retiens, j'ai besoin d'eau, j'ai besoin de sels minéraux. L'eau est indispensable pour la survie, les sels minéraux pour bien se développer. L'expérience 3, on change, on met de l'eau, un minéral, mais on change, il y a soit du dioxyde de carbone, soit il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'on voit 2 semaines plus tard? Eh bien, je vois que ma plante, qui a eu de l'eau, mais qui n'a pas de dioxyde de carbone, eh bien, elle se développe très mal. Elle n'est pas morte, mais elle se développe mal. Et dernière expérience, celle de la lumière, je mets de l'eau minérale, du dioxyde de carbone, mais je mets cette plante dans le noir complet. Eh bien, regardez bien, elle meurt. S'il n'y a pas de lumière, la plante meurt. Donc, je vois que, avec du dioxyde de carbone, de l'eau, mais sans lumière, eh bien la plante, elle meurt. Qu'est-ce qu'on peut en déduire de tout ça? Eh bien, là, je vous ai remis les résultats. Qu'est-ce qu'on peut en déduire sur ce dont la plante a besoin? Eh bien, d'après mon premier résultat, je peux en déduire que l'eau et la lumière sont indispensables à la plante pour survivre. Parce qu'il y a 2 expériences dans lesquelles elle meurt. C'est s'il n'y a pas d'eau, elle meurt. S'il n'y a pas de lumière, elle meurt. D'accord? Et puis, qu'est-ce qu'on peut déduire des autres expériences? Je peux en déduire que, elle a besoin de sels minéraux, parce que sans sels minéraux, elle se développe mal. Et puis, sans dioxyde de carbone, elle se développe mal. Donc, je peux en déduire aussi que la plante a besoin de dioxyde de carbone et de sels minéraux. Pour faire quoi? Pour bien se développer. Elle peut survivre avec de l'eau très peu minéralisée, en présence de lumière, mais elle aura du mal. Et puis, il faut quand même qu'il y ait un tout petit peu de dioxyde de carbone. Maintenant, on peut se poser une autre question, parce qu'il n'y a pas que la lumière, le taux de dioxyde de carbone, les sels minéraux, l'eau qui peuvent changer. Il y a aussi autre chose. Je vous laisse regarder cette expérience. C'est la 5e. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, on a mis tout ce qu'il fallait. On a mis du dioxyde de carbone, on a mis de l'eau minérale, il y a de la lumière. Mais on a fait varier la température. Ici,
la plante est mise à 5 degrés, il fait froid. Ici, la plante est mise à 25 degrés, il fait chaud. Regardez 2 semaines plus tard ce qui se passe. À 25 degrés, alors qu'elle a tout, elle s'est très bien développée, tout va bien, c'est le top. Par contre, à 5 degrés, même si elle a absolument tout ce qu'il faut, elle a du mal à se développer, la plante est plus petite. Donc, qu'est-ce qui peut favoriser la croissance d'une plante? Eh bien, je vois qu'à 25 degrés, la plante se développe mieux qu'à 5 degrés. J'en déduis qu'une température douce peut favoriser la croissance d'une plante. Bah oui, quand on y réfléchit finalement, la présence de lumière, la température douce ou chaude, l'eau, les sels minéraux et le dioxyde de carbone, ça ressemble quand même au printemps. Et puis à l'été, tout ça, vous voyez? Allez, on fait un petit bilan. Pour grandir et produire sa matière organique, un végétal chlorophyllien a besoin, on résume, d'eau, de sels minéraux, de lumière, de dioxyde de carbone et d'une température douce. C'est ce que j'ai mis dans mon schéma. Vous rajoutez donc ici la présence de l'air, ici le sol pour enraciner les plantes. Et bien qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans le sol, la plante va absorber donc de l'eau. Elle va absorber aussi, en même temps que l'eau, des sels minéraux, c'est la flèche en pointillé. Et au niveau de sa partie aérienne, là où il y a les feuilles, les tiges, etc., eh bien, elle va absorber du dioxyde de carbone. Et tout ça ne peut se faire qu'en présence de lumière, parce qu'on a très bien vu que s'il n'y a pas de lumière, eh bien, la plante, elle meurt. Donc il faut indispensable la lumière. C'est comme l'eau. L'eau et la lumière sont indispensables. Donc, je peux en déduire aussi que, contrairement aux animaux, les plantes utilisent des matières minérales, l'eau, le dioxyde de carbone, sels minéraux, pour produire leur matière organique. Ça, c'est absolument extraordinaire. Ces plantes absorbent de la matière minérale. Elles font des tiges, des feuilles, des fleurs, des graines, des fruits, des racines, à partir d'eau, de dioxyde de carbone et de sels minéraux. Et tout ça en présence de lumière. C'est absolument extraordinaire. Alors, on peut se poser la question maintenant, juste comme ça pour se poser la question. Et puis mes plantes carnivores alors. Ah, comment elles font? Là vous avez une dionée attrape-mouche, avec son piège, c'est une feuille transformée. Hein. Et là vous avez le Rosolis du Cap. Bon, là aussi c'est une feuille transformée, les techniques sont différentes. Là on a un piège vraiment, hein, une espèce de mâchoire qui se referme avec des éléments qui s'entrecroisent comme des doigts, vous voyez, pour pas que la mouche puisse ressortir. Et là vous avez pour le Rosolis du Cap une feuille transformée avec des petits éléments collants qui va donc s'enrouler autour de la mouche. Dans les deux cas, la mouche va être digérée par la partie qui est rouge de la plante. C'est là où il y aura les sucs digestifs. Et bien en fait, ces deux plantes vivent dans des milieux un peu difficiles. Parce qu'il n'y a pas assez de sels minéraux. Mais elles vont utiliser, comme les autres plantes, la lumière, l'eau, les sels minéraux, le dioxyde de carbone pour produire leur matière organique. Donc elles vont grandir grâce à ça. Mais dans leur milieu de vie, il n'y a pas assez d'éléments minéraux. Donc elles vont capturer des proies animales pour récupérer soit de l'azote, soit du phosphore. Donc ça vient de leur milieu de vie qui est un petit peu pauvre, tout simplement. Mais bon, ce sont des plantes quand même. Elles utilisent des sels minéraux, puis elles complètent leur alimentation en capturant des petites proies. Voilà pour l'explication. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo qui est un petit peu longue, que vous pouvez partager en 2 temps, vous a plu. Je vous laisse avec Louis de Funès, c'est donc cette scène de la zizanie où il se fait attaquer par une plante carnivore. Les plantes carnivores ne peuvent absolument pas faire ça, mais la scène est extrêmement drôle. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt.